Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau webinaire. Ce soir, vous l'avez déjà peut-être côtoyé, on est avec Antonio Gaudencio. Son surnom, c'est le maestro de la photo de paysage. Et le sujet de ce webinaire ce soir, le traitement de la couleur en photographie. Alors avant que Antonio se présente, je rappelle juste comment se passent les webinaires que nous organisons avec l'UMESCA et BenQ, qui sont les partenaires clés de cet événement. Le webinaire se déroule en gros en trois parties. D'abord, Antonio va se présenter et puis il fait une présentation qu'il a décidé d'enregistrer sur le traitement de la couleur en photographie. Ça, c'est le sujet du jour. Ensuite, je fais une toute petite page de pub, ça dure 2 minutes, et je parlerai des offres spéciales qui sont disponibles sur les écrans BenQ SW. Et cette offre spéciale, elle est portée par notre partenaire Graphic Réseau. On dit bonjour d'ailleurs à l'équipe de Graphic Réseau, puisqu'on sait qu'il y en a plusieurs qui sont derrière leurs écrans là ce soir. Et ensuite, on finira par une session questions-réponses pendant laquelle vous pourrez interagir avec Antonio. Pendant toute la présentation, vous pouvez poser des questions. Moi, je vais jouer le rôle de modérateur. Je note les questions, je les regroupe en fil de questions pour pouvoir ensuite les poser à Antonio dans la partie questions-réponses qui finira le webinaire. Alors pourquoi on fait ça? Vos micros sont coupés, vous vous en êtes peut-être rendu compte. Vous êtes un peu plus de 1283, vous êtes inscrits à ce webinaire et vous vous doutez bien que si on ouvrait les micros, ce serait absolument impossible. Donc on fait ça. Vous pouvez quand même poser des questions. Moi, je les pose à Antonio. Et puis, il se prêtera à ce jeu de questions-réponses dans cette troisième partie. Donc, place à Antonio qui va d'abord se présenter et ensuite, il lancera une petite vidéo. Alors, au passage, Antonio, t'oublie pas, on a préparé des petits quiz pour les personnes qui nous regardent. Ok, alors petite présentation rapide. Alors, je suis Antonio, photographe professionnel depuis toujours, puisque c'est mon métier depuis maintenant presque 37 ans. Je crois, j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps parce que en rangeant quelques papiers administratifs, je suis tombé sur mes diplômes et le diplôme, enfin le principal diplôme que j'ai eu à l'époque, c'était celui de l'école des Gobelins à Paris. C'était en 87, donc c'est vrai que ça date. Et donc, j'ai eu un parcours, un parcours pro en tant que photographe et en tant aussi que retoucheur professionnel. Donc, tout au long de ma carrière pro. Alors, vous pouvez bien sûr, alors je vais pas tout déballer ici parce qu'il nous faudrait pas mal de temps. Mais en tout cas, vous avez accès à ma bio sur mon site d'auteur photographe. Et en gros, voilà, pendant quasiment 17 ans, j'étais professionnel de retouche. J'étais professionnel de la retouche numérique pour des agences de publicité parisiennes. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal tourné dans cet environnement, la sphère de la publicité. Et il y a maintenant 8 ans, puisque ça fait 8 ans au mois de janvier, c'est ça. Avec ma femme, on a quitté Paris pour vivre maintenant au Portugal, puisque je vous parle depuis le Portugal, et pour nous consacrer, en tout cas principalement, pour me consacrer à la photographie de voyage, donc paysage en particulier, puisque c'est là où je me sens le mieux. Et en même temps, j'ai développé depuis cette époque aussi en parallèle une activité donc de formateur, puisque je suis le responsable, enfin j'ai le bonheur d'avoir créé un site qui s'appelle j'adorelaphoto.com. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et donc j'ai une activité de formateur et j'ai aussi une activité d'auteur photographe avec l'édition de livres, de photographies, des expositions. D'ailleurs, au mois de mars, j'ai la grande chance d'exposer à Gex, donc pour une série qui, je pense, fera grand bruit, en tout cas, qui ne correspond pas à mon univers habituel. Donc, je vous en parlerai rapidement. Donc, j'ai une activité de formateur à travers mon site, donc j'adorephoto.com, et j'ai une activité d'auteur photographe, et donc je navigue entre les deux. Et aujourd'hui, je vous parle non seulement en tant que passionné de photographie, parce que même si on est formateur, on est avant tout tous des passionnés d'images, de belles images. Et donc, je navigue entre les deux parties. Voilà donc pour ma présentation un peu rapide, puisque j'ai la chance d'avoir un parcours pro assez riche. Voilà, Et Agex, c'est le festival Confrontation, c'est ça? c'est sa confrontation de Gex, donc qui est tous les 2 ans. J'ai eu la chance d'avoir été invité par le directeur du festival pour une série, j'en parle pas là, puisque Non, c'est un autre projet. voilà, c'est un projet, mais qui est totalement à l'opposé de ce qu'on peut penser de mon activité de photographe habituelle.
Je vous en parlerai bientôt. une autre fois. C'est ça. Ben, super. Est-ce que tu veux qu'on lance le premier petit quiz avant de passer à la vidéo enregistrée? Oui, je pense que c'est bien parce que ça met en place les choses et après vidéo et après quiz et puis questions-réponses. Alors, tout petit sondage, vous allez voir, c'est très rapide. Ça vous permet de voir si vous pouvez aussi utiliser l'interface ou si vous regardez dans GoToWebinar sur la partie droite, vous pouvez ouvrir la fenêtre des messages et là, on va vous proposer tout simplement de répondre à une question très simple. En photographie, vous êtes, alors c'est vous qui nous dites, plutôt amateur, amateur avancé, vous êtes membre du collectif d'Antonio J'adore la photo.com, vous êtes plutôt un photographe professionnel, vous êtes membre d'un club photo. Alors vous pouvez cocher plusieurs cases. Donc le sondage est en cours. Et pour le moment, ben voilà, il y a des gens qui sont en train de répondre. Il y a un tout petit peu de lag ce soir, mais tout se passe bien. Pour l'instant, le réseau tient le coup. Oui, 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 oui. Parce que Il n'y a pas d'aiguilleur dans la boucle. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui participent. Donc il y a pas de souci au niveau du nombre, c'est ça, ça tient le coup. Ça Ah n'a rien oui, à oui, voir. on peut monter jusque 3000, donc c'est bon. D'accord. Mais on s'approche des 500 participants là, hein, de ce webinaire. D'ailleurs, au passage, merci pour votre intérêt, car c'est toujours très intéressant. Franchement, au-delà du fait que bon, beaucoup d'entre vous, on a déjà des échanges à part, bien sûr, par d'autres biais, mais en tout cas, merci d'être là pour ce webinaire, car c'est toujours très enrichissant de pouvoir échanger. En plus, sur un thème qui est très intéressant, puisque la photographie, c'est la lumière, mais c'est aussi beaucoup de couleurs. Et vous allez voir que ce thème, très important, en tout cas pour moi, je défends l'idée que, au-delà de toute la technologie qu'on a actuellement à disposition, il ne faut pas oublier les bases de la photographie, qui est de la lumière et de la couleur. Et pour comprendre la couleur, il faut comprendre la lumière, et c'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer ces webinaires autour de la compréhension de la lumière, qui va avoir une incidence directe, bien sûr, sur notre travail de couleur. Je t'arrête, on ferme le webinaire, le sondage, pardon, et on va partager les résultats. Donc, 20% d'amateurs, 65% d'amateurs avancés, Plutôt pas 13% mal. sont membres du collectif j'adore la photo.com, 42% participent à un club photo, intéressant, 14% de professionnels, c'est assez important comme nombre aussi. Et là, c'est 92% des 480 personnes présentes qui ont voté. Donc, c'est un bon taux de participation. Continuez comme ça, il faut s'entraîner parce qu'il y a plusieurs élections là dans les mois et les années qui viennent. Et voilà, premier petit sondage. On en fera deux autres très simples après la partie technique qu'Antonio va lancer et je lui laisse la place. Donc, je vais lancer la vidéo et on se revoit dans 25 minutes, je crois. Eh bien, c'est parti. Alors, tu peux disparaître. Voilà, parfait. Tu l'as bien lancé. Bonjour à tous, alors bienvenue dans cet échange autour d'un thème que je considère très important pour nous photographes, la couleur en photographie. Vous l'avez compris, nous avons tous compris, notre matière première c'est la lumière et donc il n'y a pas de couleur sans la lumière. C'est la lumière qui va révéler donc la couleur de nos paysages, la couleur de nos objets, la couleur de nos villes et c'est la qualité de cette lumière qui aura forcément une incidence sur le rendu visuel de nos couleurs. Alors avant de passer sur quelques exercices de manipulation de la couleur, modification des teintes, recherche de teintes, on va dans un premier temps, puisqu'encore une fois c'est très important, pour bien comprendre la couleur, il faut déjà bien comprendre la lumière. C'est la lumière qui va, donc encore une fois c'est très important d'intégrer ces notions, c'est la lumière qui va donc révéler nos couleurs et donc la qualité de la lumière qui baigne notre sujet aura une incidence directe sur la qualité de nos couleurs. Par exemple, quand on va photographier à l'heure bleue, ou quand on va photographier lors d'un lever de soleil, ou quand on va photographier à midi, quand la lumière est au zénith, la qualité de lumière aura donc forcément une incidence sur nos couleurs. Et donc en tant que photographe
passionné, quand on recherche des rendus très précis, quand on développe notre signature colorimétrique, quand on développe notre propre univers, il nous faudra, et ça c'est très important, contrôler parfaitement nos rendus couleurs. Et donc forcément, pour comprendre, encore une fois, c'est très important, pour comprendre le fonctionnement de la couleur, il faut dans un premier temps comprendre le fonctionnement de la lumière. Je vous propose donc dans un premier temps d'intégrer des notions de lumière avec la compréhension de la synthèse additive et soustractive qui va nous permettre d'identifier ce qu'est une couleur primaire, une couleur secondaire ou tertiaire. Je vous propose donc une petite animation pour bien comprendre dans un premier temps ce qu'est la synthèse additive. Donc dans l'espace lumière, c'est très important. Dans l'espace lumière, il faut vraiment intégrer cette notion. Dans l'espace lumière, on va surtout parler donc de synthèse additive. Nous avons 3 sphères de couleurs, RVB, puisque encore une fois c'est très important, la lumière est composée de 3 faisceaux lumineux, donc on va se limiter donc au principal puisque c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas on va intégrer les bases, les premières notions, c'est qui nous permettre dans un premier temps de bien comprendre la lumière. Et donc la lumière blanche, quand vous projetez par exemple sur un mur un faisceau blanc, en réalité il est composé de 3 faisceaux de lumière principaux, on appelle ça les primaires, le rouge, le vert et le bleu. Et donc si je prends la sphère rouge, donc rouge 255, couleur primaire, et que je l'additionne au vert primaire, on obtient donc un jaune. Ok. Si je prends maintenant la sphère bleue 255, que je la superpose avec le vert, on obtient donc le cyan. Et si maintenant je prends la sphère du bleu et que j'additionne avec la sphère rouge 255, on obtient le magenta. Et ici, on additionne l'ensemble, on prend les 3. Voilà. On a donc le rouge primaire, le bleu primaire et le vert primaire. Et à l'intersection de ces 3 couleurs-là, donc entre l'intersection rouge et bleu, nous avons le magenta, qui est une complémentaire. Nous avons entre l'intersection du vert et du rouge, le jaune, qui est une complémentaire. Et entre l'intersection entre le vert et le bleu, nous avons le cyan. Donc, bleu, rouge, vert les primaires, magenta, jaune et cyan qui sont les complémentaires. Et chaque primaire a sa complémentaire. Par exemple, la complémentaire du rouge, c'est le cyan qui est l'addition à 100% du bleu et du vert. Okay, c'est-à-dire que l'addition de 2 primaires vont générer une complémentaire qui est la complémentaire de la 3e composante. Si on prend le bleu, sa complémentaire, c'est le jaune qui est l'addition du rouge et du vert. Si on prend le vert, sa complémentaire, c'est le magenta qui est l'addition donc du rouge et du bleu. Toute la gestion de la couleur dans l'espace RVB, donc l'espace lumière qui est une synthèse additive, toute la gestion de la couleur se fera donc à travers ces notions de primaire et de complémentaire. Si on va directement sur le disque chromatique qui est ici, nous avons donc le rouge, le vert et le bleu qui sont donc encore une fois très importants les primaires, le cyan, le jaune et le magenta qui sont des complémentaires. Et si on prend maintenant le rouge primaire, si on regarde en face, nous avons le cyan. C'est-à-dire que le cyan, c'est la complémentaire du rouge. Et le cyan lui-même, puisque c'est très important, et j'insiste là-dessus, une complémentaire est composée de 2 primaires. Donc les 2 primaires qui composent le cyan, c'est bien le vert et le bleu. Et ainsi de suite. Le vert, la couleur qui est en face, c'est le magenta, c'est donc sa complémentaire. Le bleu, la couleur qui est en face, c'est le jaune, c'est donc sa complémentaire. Et ça, c'est très important. Encore une fois, on est dans la synthèse additive qui est à l'espace lumière. Ensuite, nous avons une autre synthèse, la synthèse soustractive qui est ici. Donc là, nous avons le jaune, le cyan et le magenta. Je pense que vous avez tilté tout de suite, puisque quand on regarde sur la synthèse additive, quand on additionne les primaires, on obtient des complémentaires, on obtient donc le magenta, le jaune et le cyan, qu'on retrouve dans l'espace pigmentaire, puisque les sphères que nous avons à l'écran, le jaune, le cyan et le magenta, en fin de compte, ce sont les encres pigmentaires utilisées pour l'impression traditionnelle. Nous avons donc le jaune à 100%, le cyan à 100% et le magenta à 100%. Vous remarquerez au passage que quand on est dans l'espace RVB, l'espace lumière, on parle de niveau de luminosité. C'est-à-dire il y a 255 niveaux de luminosité. Pour être plus précis, il y en a 256 puisque ça commence à 0. Et si on regarde maintenant sur la synthèse soustractive, on parle en pourcentage d'ancrage, puisque on parle de pigmentaire. Ce sont des encres. Et si maintenant on prend le jaune et on l'additionne avec le magenta, on obtient le rouge, qui est donc, vous l'avez compris, une primaire. Si je prends le jaune et je l'additionne avec le cyan, on obtient donc un vert, qui est donc encore une fois une primaire. Et si on additionne les 3, hop, jaune, cyan, magenta,
qui en réalité sont des complémentaires quand on fait la relation avec la synthèse additive. Ok. Et si donc on additionne l'ensemble, cyan, jaune, magenta, donc les encres pigmentaires, on obtient donc le rouge, le vert et le bleu. Quand on compare le bleu, on n'a pas un vrai bleu comme ici, vous voyez, le bleu qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus péchu, beaucoup plus pur. En pigmentaire, nous avons moins de latitude au niveau de la saturation des couleurs. Et si on regarde bien, si on met en comparaison, si on revient sur la synthèse additive, quand on additionne les trois, on obtient le blanc, vous voyez. Donc les trois primaires, les trois complémentaires et l'addition des trois, donc les trois primaires, donne bien le blanc. C'est pour ça que la lumière blanche, en réalité, quand vous avez une lumière parfaitement blanche, parfaitement pure, sans dérive de couleur, dans sa pureté maximale, dans sa blancheur maximale, en réalité, ce sont les trois composantes RVB qui sont à 100% de leur valeur. Et si maintenant on met en comparaison avec la synthèse soustractive, en réalité, au milieu, ce n'est pas du blanc qu'on obtient, mais du noir. Enfin, pas un noir, on va dire, c'est un gris un peu sombre. Et c'est pour ça que pour compenser donc ce manque de noir, cette puissance de noir, donc le monde des arts graphiques, donc de l'impression, a rajouté une quatrième encre, un quatrième pigment, qui est le noir, qui vient donc s'additionner ici. Au final, on a bien le cyan, le magenta, le jaune et le noir, qui sont donc les pigments, donc les encres utilisées pour l'impression, donc en général. Donc en conclusion, la synthèse additive, on additionne les trois primaires, rouge, vert et bleu, on obtient des complémentaires et la lumière blanche. La synthèse soustractive, c'est le contraire. On va additionner jaune, cyan et magenta, des pigments, et on obtient donc soit du vert, soit du rouge et du bleu. Attention, limité encore une fois par le fait qu'on est en pigment et non pas en lumière, avec l'ajout, encore une fois, d'une quatrième encre, un quatrième pigment, qui est donc le noir. Alors pourquoi soustractif? C'est parce que c'est très simple. Si vous prenez par exemple un pull rouge et que vous l'éclairez avec un faisceau blanc, le pull est rouge tout simplement parce que la matière va absorber certaines couleurs et va en réfléchir d'autres. C'est pour ça que le pull paraîtra rouge. Voilà donc pour les premières notions qui sont très importantes pour bien comprendre la couleur, ces notions de synthèse additive et soustractive qui vont nous permettre de comprendre en particulier puisque on va principalement axer cet échange sur l'espace RVB, l'espace lumière. Donc pour bien comprendre la relation entre les primaires et les complémentaires. Et ça, c'est très important puisque il nous faut comprendre dans un premier temps toutes ces notions-là pour bien comprendre ensuite le fonctionnement de la couleur. Nous avons donc dans un premier temps intégré ces notions de gestion de la couleur via la qualité de nos lumières avec la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive, c'est l'espace lumière et la synthèse soustractive, c'est l'espace pigmentaire, okay, les encres. Maintenant, nous allons passer sur une autre notion de la couleur, et c'est de comprendre ce qui définit une couleur ou une teinte. Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant, qu'on a compris la lumière, ajuster, calibrer, ou même rechercher une teinte, une couleur, en travaillant sur trois paramètres qui vont la définir. TSL, T pour teinte, S pour saturation, L pour luminance. Ça veut dire que ce qui va définir une couleur, c'est sa tonalité, vous voyez. La tonalité, c'est-à-dire qu'on tourne autour du disque chromatique. On passe par les rouges, les magentas, les violets, les bleus, les cyans, les verts, etc. On va tourner autour de la sphère de couleurs pour définir déjà premièrement sa teinte. Ensuite, on va pouvoir travailler sur sa saturation, c'est-à-dire que quand on est sur le bord du disque, on est dans sa saturation maximale. Et ensuite, plus on se rapproche du centre du disque, plus on va désaturer la couleur. Et on va arriver dans une désaturation maximale, on va arriver sur un gris moyen, 50%. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur sa luminance, plus ou moins lumineuse, plus ou moins sombre. C'est-à-dire que si on prend ici le bleu, qui est ici, cette valeur-là, si on descend le curseur, en travaillant sur la luminance, si on descend donc tout en bas, c'est-à-dire on descend sa luminance, on va vers le noir. Par contre, si on joue sur sa saturation, on va partir donc du niveau supérieur dans sa saturation maximale, on ne peut pas être plus saturé, mais si on descend sa saturation, on va vers le blanc, 100%. Alors attention, ce qu'on regarde à l'écran actuellement, c'est le cartouche donc du sélecteur de couleurs qui est ici. Vous voyez, ça s'appelle le sélecteur de couleurs sous Photoshop. C'est-à-dire que si on prend un exemple comme celui-ci, je prends le bleu, hop, donc là, on est sur teinte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur sa couleur, voyez, cyan, vert, jaune, etc. Donc là, dans un premier temps, on va définir sa teinte, et ensuite on peut jouer sur la saturation, donc on passe sur le volet saturation, et si on joue sur l'ascenseur, regardez, on va vers le blanc. OK? Maintenant, si on passe sur la luminance, et si on descend, regardez,
tout en bas, on arrive au noir. C'est-à-dire que T pour sa teinte, ensuite saturation, en jouant sur l'ascenseur, on va vers le blanc, ok. Et si on passe sur luminance maintenant, si on baisse l'ascenseur, on va vers le noir. Par contre, les manipulations qu'on découvre ensemble sont les manipulations qui sont liées aux cartouches sélecteurs de couleurs de Photoshop. C'est-à-dire que le sélecteur de couleurs va nous permettre d'aller chercher ou de définir une teinte qu'on va pouvoir utiliser comme valeur de référence, par exemple quand on a besoin d'ajuster des intérieurs donc d'appartements en architecture ou même d'aller chercher des teintes pour un objet précis. On va dire tout simplement dans une approche un peu plus graphique de la photographie. On est donc sous Photoshop. Et donc encore une fois, on est dans la notion TSL, teinte, saturation et luminance. Maintenant, je vous propose de passer sous Lightroom car on a exactement la même correspondance au niveau de la gestion de la couleur. Directement ici, vous voyez, TSL. On est donc sur une prise de vue réalisée lors d'un voyage à New York, donc le quartier de Bushwick. Et là, vous avez pareil, teinte, saturation et luminance. Ça veut dire que, par exemple, le rouge qui est ici, on peut définir de sa teinte avec l'outil cible. Hop, je clique dessus, je cible le rouge et là, je peux soit aller vers des magentas ou si je remonte, aller vers des rouges un peu plus saturés pour aller jusqu'à l'orange. Donc là, ça permet de jouer sur la teinte, exactement comme sur Photoshop. On peut ensuite passer sur le volet saturation avec, pareil, l'outil cible. On peut désaturer ou saturer. Par contre, remarque très importante, si on revient maintenant sous Photoshop et qu'on réactive le cartouche donc, du sélecteur, quand on était sur saturation, ici, en descendant donc la saturation au maximum, on allait vers le blanc. Ok. Maintenant, si on revient sous Lightroom, avec l'outil donc de saturation, regardez, si je désature, on va vers le gris 50%. Et ça, c'est une notion qui est très importante à intégrer. Quand on est sur le sélecteur, donc sous Photoshop, en recherche de ton, on a, donc comme on l'a vu ensemble, en travaillant sur la saturation, on va vers le blanc. Sauf que quand on gère des couleurs, comme c'est le cas de cette image-là, on va aussi découvrir la même manipulation sous Photoshop. En réalité, nous n'allons pas vers le blanc, on va vers le gris 50, donc le gris moyen. Et ça, c'est très important puisque dans ma façon de travailler, je n'utilise jamais l'outil saturation, puisque l'outil saturation, en baissant la saturation de vos couleurs, vous allez vers du gris, c'est-à-dire que vous obtenez une couleur fadasse, moins péchue, et je trouve que ça dégrade la qualité de nos images. Donc quand c'est comme ça, à la rigueur, vous annulez ce que vous avez fait, je réinitialise, et vous allez plutôt sur luminance. Puisque regardez, pareil, je prends donc la version luminance, l'outil cible, je prends le rouge, et regardez, on désature, c'est qu'on a moins cette notion de rouge pétant, mais on ne va pas vers le gris, on va vers le noir. Et ça fait toute la différence, c'est-à-dire que ça permet de désaturer un peu les teintes tout en gardant quand même une belle notion de couleur, plutôt que de se retrouver avec un gris. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes me disent « Antonio, on aime beaucoup ton univers photographique, on aime beaucoup ton univers colorimétrique, car tu arrives à nous proposer des images qui ont beaucoup de pêche, mais on n'a pas cette sensation de sursaturation ou de couleur fadasse. » Puisqu'encore une fois, je ne travaille jamais avec l'outil saturation. Je travaille toujours sur la luminance de la couleur. Ça permet, encore une fois, par exemple, si je trouve que ce rouge est un peu trop saturé, eh ben je joue sur sa luminance. Je baisse un peu sa luminance. On reste sur une vraie notion de rouge. On a une couleur qui a de la patate, qui est péchue, mais on n'est pas, en fin de compte, on ne va pas vers des couleurs un peu trop fadasses, un peu trop grises. Et ça, c'est très important d'intégrer ça dans votre démarche, en tout cas dans la gestion de vos couleurs. On a donc, comme sous Photoshop, teinte, saturation et luminance. On revient sous Photoshop. Mais on a maintenant aussi, depuis quelques mois, quelques années, une évolution de Photoshop qui tend à aller vers de l'assistance. C'est-à-dire qu'on a des outils d'assistance à la gestion de la couleur qui permettent tout simplement à beaucoup de photographes de ne pas forcément passer par la case formation, donc une formation un peu plus pointue de la couleur, puisque ces outils d'assistance sont basés avant tout sur le ressenti de la couleur et non pas forcément sur une recherche très précise de couleur ou de ton. Et donc, comme par exemple l'outil teinte saturation qui a considérablement évolué, qui existe déjà depuis quelques temps, mais qui a été donc enrichi avec de l'assistance, qui permet par exemple, si je veux modifier le rouge donc de la fraise, si par exemple l'artiste me dit je voudrais un violet à la place, en tout cas une couleur un peu plus qui tend un peu plus vers le violet, on va prendre le rouge et là on va jouer sur la teinte, regardez, on peut aller donc vers le violet magenta assez facilement. Après bien sûr, il faut protéger les autres parties d'image avec un masque de diffusion, etc. Après, on peut jouer sur sa saturation.
Regardez. Et on peut jouer bien sûr sur sa luminosité. OK? Donc là, c'est un outil qui est quand même très intéressant. On peut élargir donc la gamme d'impact. C'est-à-dire qu'on peut élargir sur la base donc, de la valeur référence, on peut élargir sa gamme, oui. Alors encore une fois, cet outil est très intéressant pour, on va dire, une première approche de la couleur. Par contre, si vous êtes un photographe passionné comme moi en recherche d'identité photographique, on va dire d'univers, je vous conseille fortement de passer par la phase compréhension et maîtrise de la couleur, car c'est très important. La phase formation vous permettra tout simplement d'intégrer les bases donc de la couleur et de pouvoir ainsi mieux la contrôler et encore une fois d'obtenir assez facilement, en tout cas d'avoir tout au long de votre parcours de photographe, sur n'importe quelle photo, de pouvoir l'ajuster correctement en fonction de votre signature chromatique. Un peu comme le peintre qui a sa palette de couleurs. On reconnaît beaucoup de peintres, des maîtres de la peinture, grâce à leur palette de couleurs. On peut aussi reconnaître un photographe grâce aussi à sa gamme de couleurs. Et ça passera forcément par la formation de la couleur. Alors cet outil est très très bien. Par contre, si vous êtes un photographe en recherche d'identité photographique, donc développer votre propre signature, votre univers, comme j'ai pu le faire ces dernières années, il vous faudra obligatoirement passer par la phase formation, compréhension, maîtrise de la couleur. Et si vous passez par cette phase, en fin de compte, de compréhension de la couleur deviendra pour vous comme un langage, comme on va dire le solfège pour un musicien. La couleur deviendra un langage et donc on pourra très facilement ajuster non seulement nos teintes et très rapidement grâce à un outil qui est pour moi certainement l'outil le plus performant qui est ici. On va sur les calques de réglage, correction sélective. Alors historiquement cet outil existe depuis très longtemps. À la base, il ne faut pas oublier que Photoshop au départ a été développé pour les arts graphiques et donc cet outil est basé sur les complémentaires. Regardez, cyan, magenta, jaune et noir, qui, vous l'avez compris, correspondent exactement aux encres d'impression. Alors cet outil est très simple puisque on va définir de la couleur cible et ensuite on va pouvoir la modifier. Alors imaginons notre scénario que le graffeur qui a donc peint ce mur me dise Antonio, voilà, j'ai un souci. Le rouge utilisé pour le lettrage ne me convient pas. C'est en rouge parce que tout simplement j'avais une bombe de rouge, mais si j'avais une bombe violette ou magenta, proche de la couleur magenta, parce que on va dire, le magenta est quand même assez proche du violet, il suffit de rajouter un peu de bleu. Mais en gros, j'aimerais retrouver une sorte de teinte assez proche d'un violet. Et donc, est-ce que tu peux modifier cette couleur? Eh bien oui. On va, dans un premier temps, prendre le rouge comme couleur cible. Et si on regarde maintenant le disque chromatique, le rouge qui est ici, qui est donc une couleur primaire, si je veux aller vers les violets, donc on passe par le magenta, hop, on arrive sur une teinte tertiaire qui est ici, qui est donc la couleur qui est entre le bleu et le magenta. On est proche du violet. Je me dis tout simplement, si je veux me diriger ici comme un peu le jeu de doigts, je vais baisser le jaune. Regardez. Donc, je prends le curseur du jaune, je le baisse et regardez, on passe déjà vers le magenta et si je continue, on arrive vers les violets. Très simplement, très rapidement. En jouant uniquement sur un curseur, j'ai pu modifier la couleur, donc passer les rouges en violet. Alors bien sûr, ça a touché globalement l'image. Après, il faut passer par les masques de fusion. Mais vous voyez, le fonctionnement est quand même très très simple. Et cette facilité, cette compréhension de la couleur passera forcément par la formation. Alors j'annule. Et si par exemple il me dit, à la place du rouge, j'aurais bien mis un jaune. J'aurais été plutôt vers un jaune, puisque j'avais une bombe de rouge. Mais si j'avais une bombe de jaune, j'aurais certainement pas en jaune. Je regarde, le rouge primaire est ici. Si je veux aller vers le jaune, je vais tout simplement baisser le magenta. Puisque n'oublions pas, le rouge est composé du jaune et du magenta. Ok? On l'a vu ça au départ. Donc si je baisse le magenta, qui est donc la seconde composante, forcément, la couleur ira vers le jaune. Donc je baisse le magenta et je vais vers le jaune. Tout simplement. On annule. Je vous propose maintenant un dernier exercice avant de nous quitter. Disons que maintenant l'artiste me dit, voilà, là j'ai utilisé un bleu qui est assez proche du cyan. Mais si j'avais pu, j'aurais utilisé plutôt une bombe de vert. Donc on dézoome pour venir en plein écran. Là, je vais quand même créer un sélectif pour protéger donc le reste de l'image. Maintenant, je vais aller sur les calques de réglage, correction sélective. Automatiquement, en toute logique, un masque de fusion a été généré pour protéger le reste de l'image. Et donc là, si on regarde la valeur cible, on est plus proche du cyan. Je prends le cyan. Et donc là, l'artiste me dit, j'aimerais bien mettre du vert à la place. Si on se réfère maintenant donc au disque de couleur, le cyan c'est ici et j'aimerais aller vers le vert, sur les couleurs un peu plus vertes. Sauf que attention, précédemment, dans l'exemple que je vous ai proposé sur la base du rouge primaire, qui est ici,
Pour aller vers le jaune, on a baissé le magenta. Pour aller vers le magenta, on a baissé le jaune. C'est-à-dire que le rouge, encore une fois, est composé de jaune et de magenta. Si je veux aller vers le magenta, je baisse le jaune. C'est-à-dire que je baisse la part du jaune et automatiquement, on tend à aller vers le magenta, vers les violets et vice-versa. Là, on travaille sur une primaire, sauf que là, le cyan est une complémentaire. Et là, c'est l'opposé. C'est-à-dire que sur la base du cyan, si je veux aller vers le vert, allez, je continue, comme le jeu de loi. Quelle est la première couleur complémentaire qui apparaît? C'est le jaune. Donc, je vais rajouter le jaune. Et regardez, ça passe vert. Je zoome dessus. Avant, après. Je reviens en plein écran. J'annule l'intervention. Maintenant, on revient encore une fois sur le cyan. Sauf que là, il me dit, Antonio, c'est pas du vert que je veux. Je voudrais un bleu un peu plus péchu, presque un bleu primaire. Donc, je regarde le cyan qui est ici. Je pars dans le sens inverse, anti-horaire. Je continue. Donc, il voudrait qu'on se rapproche un peu plus de ce bleu-là. OK. Je continue. Quelle est la première complémentaire qui apparaît? C'est le magenta. Donc, je vais augmenter tout simplement le curseur du magenta. Et si on regarde maintenant, on zoome dessus. Avant, après. Vous voyez? Alors, cette facilité que j'ai à comprendre, à gérer, à ajuster mes couleurs, il n'y a pas de secret. Ça passe forcément par de la formation. Comme pour le musicien de solfège, il nous faudra passer encore une fois par toute une phase d'apprentissage, de compréhension de la couleur. La couleur, c'est un langage qu'il nous faut intégrer. Alors attention, nous n'avons pas tous forcément besoin d'être experts de la couleur. On peut très bien proposer de belles choses en tâtonnant, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils comme l'outil qui est ici, qu'on a découvert tout à l'heure, teinte de saturation, qui fonctionne très très bien. On va tout simplement rechercher un équilibre en visuel, sur un écran encore une fois parfaitement calibré, on va trouver une harmonie. Mais si vous êtes plutôt photographe en recherche d'identité photographique à travers un travail très précis de la couleur, comme je l'ai fait pendant ces dernières années, beaucoup d'entre vous d'ailleurs apprécient mon univers à travers l'achat de mes livres, de mes expositions ou à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous en remercie. Et donc, si vous avez cette envie, encore une fois, de maîtriser parfaitement vos univers, donc couleurs, votre gamme chromatique, il faudra passer par la formation. Et d'ailleurs, au passage, un petit coup de pub pour tout mon travail de formateur. Vous avez bien sûr sur mon site j'adorelaphoto.com une masterclass sur la couleur qui dure quasiment 3 heures où tout est décortiqué point par point avec des exercices et des mises en application concrètes. Ou alors vous avez aussi la possibilité d'intégrer ma masterclass 100% créativité intitulée Le Parcours. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes actuellement. Voilà donc pour ce partage autour de la couleur. J'espère qu'il aura été à la hauteur de vos attentes. J'espère aussi que ce partage autour de la couleur vous aura permis d'intégrer des notions un peu plus précises de gestion de la couleur pour améliorer encore une fois votre travail photographique. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cet échange autour de la couleur avec la session questions-réponses. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, on va se retrouver. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Alors, Antonio, tu peux... Voilà, nickel. On est tous les deux là. Donc, plein de questions. Merci déjà pour votre attention et pour les questions qui ont été posées. Je vais essayer de les regrouper. Avant toute chose, je tiens à vous expliquer que, en plus de cette présentation qui a été faite par Antonio, il a décidé de vous offrir un fichier d'exercice qui n'est autre que l'image qui vous est présentée maintenant. Et je vous envoie ce soir, ou plutôt, pardon, c'est demain soir, vous recevrez un lien pour la rediffusion, si jamais vous voulez revoir le webinaire en entier. Et puis, il y aura le lien pour télécharger ce fichier. Alors, il faudra que vous envoyiez votre email à Antonio. Vous serez abonné à ses newsletters, mais vous pouvez vous désabonner après. Il n'y a pas de coût, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, vous aurez le fichier pour faire des exercices, parce que ce qui vient d'être expliqué, c'est bien gentil, mais la formation, c'est aussi de mettre en pratique les conseils qui vous ont été donnés. Et cette mise en pratique, quand vous avez un fichier avec plein de couleurs comme celui-ci, plus la roue des couleurs qui est dans le fichier, eh bien, vous pourrez tout de suite voir ce que font en vrai les différents curseurs qui vous a montré. Comme ça, vous pourrez le faire depuis votre ordi, soit sur ce fichier, soit sur un fichier à vous, bien entendu. Et ça, c'est très important parce que il faut pratiquer. Il n'y a pas de j'aime bien faire le parallèle avec le musicien. Il fait ses gammes tous les jours. Et ben la couleur, c'est pareil. Il faut en manger, il faut en bouffer.
Et arrivé à un moment, en fin de compte, au début, on galère, au début, on est un peu perdu, et on finit par prendre du plaisir, mais il faut du temps. Donc, c'est pour ça que c'est un fichier qui est plein de couleurs. Il y a du jaune, il y a du vert. Et donc, sur le principe qu'on a découvert ensemble, mais vous tripotez, car c'est en tripotant qu'on apprend. Exactement. Deux choses. Première, il y a des questions qui sont un peu plus pointues et qui ont trait à l'univers de l'impression. Donc, on va pas y répondre ce soir. La différence entre colorimétrie relative, perceptive et absolue, c'est pas quelque chose qu'on va aborder ce soir. C'est une très bonne question, mais je garde ce sujet-là le jour où on parlera de la simulation et donc la possibilité qu'on a dans Photoshop en utilisant le menu format d'épreuve personnalisé et en ayant auparavant chargé le profil ICC d'impression qui correspond à votre imprimante et votre papier, alors à ce moment-là, on peut simuler une colorimétrie relative, perceptive ou absolue. Entre nous, absolue, vous oubliez, aucun intérêt pour la photo. Relative ou perceptive uniquement, et vous pouvez faire joujou si vous voulez. Mais on va pas aller sur ce sujet-là. Parce que c'est un gros sujet. Ouais, mais c'est pas le sujet ce soir, c'est trop déconnecté. On le traitera probablement le jour où on parlera de spectrophotomètre et de capacité à créer des profils d'impression. Ça peut aussi se faire avec un partenaire fabricant de papier. Si Anomul ou Canson nous écoutent, nous on est partant pour vous faire un petit sujet qui va aborder ces aspects-là. L'autre point très technique, c'est alors qu'est-ce que c'est qu'un NITS? Bon, pour les besoins de cette formation aujourd'hui, je pense que les NITS, c'est la même chose que les Candela. On simplifie, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais vous allez voir, remplacer le mot NITS par Candela et ça vous donnera des bons résultats pour ce qui nous concerne. Alors, il y a une question avec laquelle j'aimerais qu'on démarre et après on fera un petit quiz. Et c'est Chantal qui nous demande, mais pourquoi on n'ajoute pas du bleu plutôt que de diminuer le jaune? Du bleu sur quelle couleur? Parce qu'il faut savoir sur quelle base de couleur. Quand à un moment, tu voulais renforcer, je pense, le bleu. Ouais. Et tu as dit, mais pour renforcer le bleu, on va diminuer le jaune. Ouais, c'est ça, parce qu'en fin de compte, sur on va refaire l'exemple. Je vais partager mon écran. Vas-y. Tu vois mon écran là? Tu le vois? Oui, on est sur. Toi? Alors là, pour l'instant, on a le fichier avec la roue des couleurs. C'est ça. Donc là, ça va me permettre. Correction. On va refaire la manipulation, correction sélective. On prend le rouge. Donc, si je veux aller vers les magentas et les violets, par exemple, il me dit je veux un magenta, on descend le jaune, on part vers les magentas. OK? On se retrouve à peu près entre le magenta et la couleur tertiaire qui est après. Et après, si jamais il me dit OK, mais je voudrais qu'il soit un petit peu plus violet, qui tend presque vers un bleu. Là, oui, on augmente le cyan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut mettre déjà la base, partir sur un magenta. Parce qu'en fin de compte, il y a une lecture, vous voyez, la transformation qui se fait au niveau du rouge, au niveau de la roue chromatique, avant-après, vous voyez. Hop. Et si j'annule mon intervention, et si on part sur le rouge, on ramène le cyan directement, regardez, pour bien répondre à la question, c'est quoi son prénom? Je ne me rappelle plus. Chantal. Chantal. Donc, si on parle de rouge, regardez, si je rajoute le cyan, on va vers quasiment du noir. Donc, c'est très important au niveau du disque de couleur de bien comprendre que si on rajoute du cyan, puisqu'on ne peut pas rajouter du bleu, en tout cas sous Photoshop, puisqu'il n'y a pas de curseur du bleu, on n'a que des curseurs de complémentaires. Donc, le rouge, si je rajoute le cyan, qui est sa complémentaire, il faut savoir, et ça c'est très important, quand vous rajoutez de la complémentaire à la primaire, vous allez vers le noir, puisqu'en rajoutant du cyan au rouge, c'est comme si vous rajoutez du vert et du bleu. Et si vous rajoutez du vert et du bleu, donc à la troisième primaire, vous allez vers le noir. Donc, ce qu'il faut, c'est très important, c'est de prendre la lecture du disque. Du rouge, je veux aller vers les bleus, un bleu violacé, donc je baisse le jaune.
Hop, et quand je suis donc au maximum, je suis à moins 100% de jaune. Si je veux aller un peu plus vers les violets, là, à partir de là, je peux monter le cyan et on va aller tout simplement jusqu'au bout vers le bleu qui est suivant. C'est pour ça qu'il faut avoir cette logique au niveau de la gestion de couleurs. Et ça, c'est vrai que la lecture du disque de couleurs est très importante. C'est pour ça que ce fichier-là, il est distribué dans toutes mes formations, puisque c'est le meilleur moyen de vraiment comprendre cette logique. Il y a une vraie logique au niveau de la couleur. Et quand on a intégré cette base de réflexion, à partir de là, c'est open bar, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'ajuster toutes les couleurs très précisément. Très bien. Alors, Alors, avant d'aller plus loin, mon on a toujours le même écran. Hop, voilà. Là, c'est pas le même. Bah si, c'est le même écran, Antonio, c'est celui, là, tu as la roue des couleurs avec plutôt des teintes mauves actuellement. Et est-ce que tu vois, tu me vois maintenant, ma caméra? Bah, toi, tu apparais et ton écran apparaît. Ok, Moi aussi. d'accord. Alors, petit sondage très rapide, très simple. Pour vous, TSL, qu'est-ce que ça veut dire? 5 questions, 5 réponses possibles, pardon. Et dites-nous, d'après vous, que veut dire TSL? Est-ce que c'est totalement stupéfiant et ludique? Est-ce que c'est teinte, saturation, luminosité? Est-ce que c'est transmission sans lumière? Est-ce que c'est teinte, saturation, luminance? Ou est-ce que on est dans Star Trek et c'est transport subluminique? C'est cadeau, quoi. Si c'est trop facile, c'est pas drôle. Bah oui, c'était marrant. Alors c'est très étonnant, il y a des personnes qui participent au webinaire et ils se sont retrouvés au début du webinaire. Je ne sais pas pourquoi. Et donc ils feront la rediff, je pense. Parfait, on est à presque 80% de votants. Les derniers votes, avant que je ferme le sondage. On est bien. Donc vous êtes, voilà, je partage les résultats tout de suite. Donc, totalement stupéfiant et ludique, 1%. Teinte, saturation, luminosité, 32%. Et teinte, saturation, luminance, 66% de réponses. On est proche d'une perfection, mais tu vas nous expliquer peut-être la différence entre luminosité et luminance. Bah, c'est-à-dire que les deux sont plus ou moins pareils, hein. Sauf que je sais pas pourquoi Adobe, dans certains éléments, on va avoir apparaître luminosité et dans d'autres luminance. Par exemple, là, sous Photoshop, quand vous travaillez sur la saturation, c'est l'outil saturation, c'est saturation et luminosité. Dans d'autres, ce sera luminance. Et enfin, Ouais, mais c'est je tout pense que simplement, ça peut être des erreurs de traduction, peut-être, sachant oui. que en termes officiels colorimétriques, la luminosité, ça va être la luminosité de la pièce, et elle se mesure en quoi? En lux, alors que la luminance, c'est la mesure de la lumière émise par un dispositif, qui peut être donc un éclairage ou un écran. Le rétroéclairage d'un écran, en fait, il produit de la lumière, et donc la luminance, c'est la quantité de lumière émise par un dispositif, et elle se mesure avec une autre unité qui s'appelle le candela par mètre carré. Donc ça, c'est les termes officiels. Et donc teinte, saturation, luminance, je vote pour. Ce serait le terme le plus juste. Mais c'est vrai que très souvent, on mélange luminance et luminosité, et c'est pas votre faute à vous. C'est que très souvent, les logiciels, ils ont été traduits avec un chausse-pied ou avec un étudiant chinois qui dit Ah, qu'il c'est parle ça. français. En fonction du logiciel, la dénomination n'est pas la même. Pour autant, luminosité, c'est la pièce. Luminance, c'est une lumière émise par un dispositif, si on veut respecter le français technique, on va dire. Mais TSL, teinte, saturation, luminance, si vous voulez remplacer par luminosité, ça va pas changer notre vie, ni à Antonio, ni à moi. Parfait. Deuxième petite question, petit quiz pour voir si vous avez suivi. Quand j'additionne à 100% les encres cyan, magenta et jaune, j'obtiens quoi? Est-ce que j'obtiens du blanc? Est-ce que j'obtiens un gris neutre 18%?
Est-ce que j'obtiens du noir? Est-ce que j'obtiens un gris chaud un peu marron? Ou j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, j'ai aquaponé. Salut! Mais c'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup de votants, ils jouent le jeu, c'est bien ça. Bravo. Bravo à tous. Ah oui, vous êtes plus de 500 participants en live, hein, pour info. Alors, on approche des 60% de votants. Vous pouvez voter ce qui vous passe par la tête, hein. Donc, ce qu'Antonio a bien expliqué, j'espère, c'est que le RVB ou la synthèse additive, elle s'applique aux appareils qui émettent de la lumière. Les écrans, les téléviseurs, mais aussi votre boîtier, puisque lui capture la lumière, ou un scanner. Alors que la colorimétrie ou le système additif, pardon, soustractif, n'importe quoi. La couleur en système soustractif, c'est pour les encres. Encre pigmentaire, encre à colorant. En fait, dès qu'on travaille sur un support, donc un média qui peut être du papier, du carton, du bois, du métal, on peut imprimer sur plein de choses, on utilise cette technologie. Et là, on va utiliser cyan, magenta et jaune. Et je partage le résultat. Et j'aimerais que tu fasses un commentaire, Antonio. Est-ce que cyan, magenta plus jaune, qui sont des encres ici, hein, j'insiste bien, on obtient du blanc? Non. Est-ce qu'on obtient un gris neutre à 18%? Non. Est-ce qu'on obtient du noir? Eh ben, il est là le piège, c'est qu'en fin de compte, on n'obtient pas réellement du noir. Parce qu'un noir, pour moi, c'est comme si vous preniez une encre noire, donc une gouache noire, par exemple, ou une huile noire, et vous avez un vrai noir. Le problème de l'addition, donc, enfin, le problème de ce système par soustraction, c'est que si vous mélangez donc les pigments, enfin les encres utilisées pour l'impression de magazines, etc., donc le cyan, le magenta et le jaune, on obtient une sorte de gris un peu fadasse, pas très beau, qui a tendance à monter un peu vers un ton un peu chaud. Donc on n'a pas un vrai noir très dense. Et Oui. donc les images manquaient en fin de compte de densité. Et c'est pour ça Alors, que le monde des arts graphiques a rajouté une quatrième encre, qui est un noir, pour compenser ça. Donc ça veut dire qu'on obtient un gris chaud, donc une sorte de gris pas très beau, un peu fadasse. Et c'est pour ça marron. qu'ils se sont dit, ben, on va pas s'embêter, on va créer une quatrième encre. C'est pour ça que les impressions rotatives offset, puisque j'ai la chance d'imprimer mes propres livres via mon imprimeur, et j'adore aller dans les imprimeries, et vous avez 4 blocs d'impression, cyan, magenta, jaune, et ensuite Et ça le finit par noir. le noir, qui vient souligner et compenser le manque d'un vrai noir quand on travaille sur les 3 encres, tout simplement. Donc c'est Souvent, pour le ça qu'il y a texte est 4. imprimé en noir en plus, hein. C'est ça. En plus, les textes sont imprimés au noir. Et même le noir, si on imprime un noir pur 100%, donc une encre noire 100% sur un papier blanc, et ben, comme il est sur un papier blanc, il manquera aussi de densité. Alors, c'est un peu technique, je me suis pour le plaisir un peu. On rajoute souvent une sous-couche, c'est-à-dire qu'on rajoute un peu un cyan, 40 ou 50%, ou même un peu de 30% de jaune, 30%, etc., pour venir donc consolider le noir et avoir un noir vraiment très, très puissant. Sous Exactement. le Donc, noir. contrairement au RVB où quand on additionne le rouge, le vert et le bleu, on obtient du blanc, en technique soustractive, le cyan, le magenta et le jaune additionnés ne donnent pas du noir. Donc, c'est un piège, d'accord, mais du coup, ça vaut peut-être le coup de revisiter demain quand je vous enverrai le lien pour la rediff, puisque Antonio l'explique. Par contre, c'est vrai que c'est un peu difficile de vous le montrer sur un écran, ce phénomène, mais tous les imprimeurs, en fait, connaissent ça. Et c'est vrai que si vous avez déjà entendu parler de quadrichromie, c'est ces 4 canaux d'encre, cyan, magenta, jaune, et le noir, parce que le mélange des 3 encres, cyan, magenta, jaune, ne donne jamais de noir. Ça donne un espèce de marron bistre
gris foncé qui est en fait un peu crade, hein, d'ailleurs, c'est pas C'est beau. ça, c'est le Et terme. c'est pour ça qu'il y a cette quatrième encre qui est le noir. Et ça, c'est très Qui va important à souligner. comprendre si à un moment ou un autre vous êtes amené à imprimer ou faire un beau tirage. Bon, ben, c'est bien, là. Alors, les questions. Beaucoup de questions. Je regarde où on en est. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'obtenir la roue chromatique utilisée ce soir? Eh bien, la roue chromatique, tu peux peut-être remettre les couleurs d'origine de ta photo, là, parce que le mauve, ça perturbe, sinon la roue, elle est pas juste. Alors, attends, je vais revenir sur l'historique. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Donc, le Voilà. fichier qu'on va partager avec vous, c'est celui-ci. Et donc, apparaît dessus la roue chromatique. Si votre Elle est écran, dessus. si votre écran est bien calibré, vous aurez des informations qui peuvent être précieuses. Si votre Bah, écran est bien justement, calibré, ouais, justement, c'est très important parce que j'ai légèrement survolé la vidéo, mais on est bien d'accord que tout ce travail de recherche de ton, parce que moi je suis, voilà, c'est un peu un terme un peu barbare, mais je suis considéré comme chromiste. Mon métier, pendant des années, je fais de la chromie, ça veut dire que juste pour bien comprendre un peu pourquoi j'ai cette facilité-là, et c'est très important, c'est que je faisais pendant des années, j'ai fait de la mise d'échantillons. En gros, on m'envoyait des fringues le lundi, donc avec des vêtements toutes les couleurs, et notre métier, c'était de faire en sorte que les images, donc des photos de ces vêtements imprimées sur tel support, là, on ne va pas rentrer dans d'autres domaines parce qu'on parle que de l'offset, on va citer à ça, que l'impression soit au plus proche. Et donc, ça passe forcément par l'apprentissage. Mais c'est vrai que je vous conseille fortement, encore une fois, donc déjà d'apprendre la couleur et surtout tout ce travail de précision n'a d'intérêt que sur l'écran calibré. Et ça c'est important parce que autrement, et ça j'insiste toujours dans toutes mes formations, si vous ne travaillez pas sur un écran qui est parfaitement calibré, votre travail chromatique va intégrer le défaut de votre écran puisque le seul moyen de vérifier vos couleurs, c'est la qualité donc technique de votre écran et son calibrage. Et donc ça veut dire que si c'est pas calibré, en fin de compte, ce sont les couleurs non pas réelles de votre image, mais ce sont les couleurs modifiées par les défauts de votre écran. Et donc ça, c'est très important. alors je réponds parfois aussi de manière écrite. Est-ce qu'il faut plusieurs roues des couleurs du coup? Parce que là, tu montres une roue des couleurs. Est-ce qu'il en faut une pour le RVB, une pour le CMJN, une pour, j'en sais rien, un autre dispositif? Ben, celle-ci, elle est un peu universelle, elle est un peu passe-partout et surtout, c'est une roue qui est vraiment dédiée, on va dire, à la lumière, donc au photographe. Après, c'est une roue simplifiée parce que si on achète des roues donc très précises, même des roues qui sont en impression CMJN, qui sont axées pour les imprimeurs, c'est autre chose. Mais ça permet déjà de comprendre puisque même si on est là on est sur un fichier RVB, mais même si on est sur un fichier 4 cool, donc en quadrichromie CMJN, Oui. on peut aussi se référer à ça, ça passe très bien. Encore une fois, il faut comprendre, avant de commencer à aborder le travail du CMJN, il faut déjà, si vous comprenez déjà la lumière et la gestion de la couleur, après c'est très facile de transposer en CMJN. Moi j'ai la chance de pouvoir naviguer entre les deux environnements puisque j'ai travaillé pour les arts graphiques pendant des années. J'ai d'ailleurs appris avant tout le travail de la couleur en CMJN avant d'apprendre en RVB, donc c'est assez facile pour moi. Mais comprenez déjà son fonctionnement, la logique de lumière, donc les complémentaires, les tertiaires, les secondaires, pour après, si vous intégrez ces notions-là, le reste, ça viendra tout seul. Tu as expliqué l'importance d'un écran calibré. Pour info, c'est une charte qui a maintenant plus de 45 ans. C'est la charte qui avait été composée par Monsieur Mansell et qui est aujourd'hui disponible. Hein. Il y a pas mal de photographes qui l'utilisent. Et en fait, on retrouve là-dessus toutes les couleurs. Et vous voyez qu'ici, on a le RVB, le cyan, magenta, le jaune et le noir, plus une échelle de gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et sur le haut, ça c'est la charte qui s'appelle la Color Checker Passport, vous avez en fait toutes les teintes TSL et on voit ici rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, plus deux teintes, le orange et le violet, qui sont un petit peu difficiles à produire. Et en fait, on va retrouver toutes ces teintes-là, ainsi que une bonne partie de celles-ci, sur la roue des couleurs d'Antonio. Ça, c'est une charte que vous pouvez utiliser à la prise de vue pour créer un profil
de prise de vue avec le boîtier. Donc, ces systèmes, en fait, autour de la couleur, se parlent entre eux, hein, c'est important. Et par contre, on refait un parallèle avec le solfège. Si votre écran n'est pas calibré, ou si votre boîtier il est complètement à côté de la plaque, parce que vous avez oublié que vous aviez mis un filtre bleu, par exemple, devant votre optique, c'est un peu comme de jouer avec un instrument qui ne serait pas accordé. Tant que vous êtes tout seul, à la limite, c'est pas grave. Mais dès qu'il y a deux musiciens, et ça peut être votre boîtier et votre écran, ça peut être votre écran et votre imprimante, ça peut être vous en tant que photographe et la société qui fait le tirage pour vous. Si vous n'avez pas utilisé le même diapason, vous aurez des mauvaises surprises. Tu confirmes, Antonio? Bien sûr, et en plus, c'est même pire que ça, c'est que tant qu'on reste sur un écran, son écran, et que même s'il est totalement à côté de la plaque, on n'a pas vraiment cette conscience, il n'y a rien qui nous prouve que l'écran est à côté de la plaque, puisque On s'en rend pas compte. on s'en rend pas compte puisqu'on va travailler nos images. Si votre écran il est trop chaud, par exemple, là vous avez tendance à refroidir votre image pour compenser le fait qu'il est trop chaud. Et vous ne le savez pas, ça se fait instinctivement. Mais si vous imprimez ensuite, vous envoyez dans votre labo préféré et que vous recevez votre tirage, vous allez dire je comprends pas, je suis trop froid. Donc c'est pas mon image. Et souvent quand on dit Antonio, tiens, je t'appelle, j'ai un souci, est-ce que tu as un conseil? J'ai reçu mon tirage, ça correspond pas à mon écran. Souvent, très souvent. Et ça, c'est d'expérience. C'est souvent parce que l'écran n'est pas calibré, tout simplement. Donc, faut vraiment faire attention. Il y a un écosystème qui doit fonctionner. Et pour l'instant, la clé de voûte de tout ce système-là, c'est votre écran. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Oui. Je ne peux pas aborder la colorimétrie avec vous si votre écran n'est pas au minimum calibré. Et en plus, je parle d'expérience parce que je reviens d'un week-end. J'étais à Paris ce week-end avec une formation dans le cadre du CPF, puisque j'ai la possibilité de former des gens dans le cadre du CPF. Et beaucoup de personnes ont des écrans de PC qui sont des écrans TN, qui ne sont pas les écrans IPS. Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai déjà eu des cas, je vous parle d'expérience, puisque j'accompagne des gens au quotidien dans leur développement, et ils me disent, je comprends pas, hier j'ai fait ma photo, elle était claire, ce matin elle est plus foncée. Et je leur dis, incline ton écran de portable. Et souvent, rien qu'en inclinant l'écran de portable, l'image elle change, elle est plus ou moins dense parce que ce ne sont pas des écrans dédiés à la photographie. Il nous faut des écrans IPS, c'est-à-dire des écrans qui, vous pouvez tourner à droite ou à gauche, ou vous levez, vous baissez, l'image ne changera pas. Et donc, après, on peut bien sûr continuer à travailler nos photos sans trop se préoccuper de tout ça. Mais si on veut monter sur un cran supérieur, monter en compétence dans le contrôle de nos images, si on veut aller jusqu'à l'impression, parce que tout ça, si vous finissez vos photos sur Instagram, à la rigueur, vous trouvez un équilibre et vous tâtonnez, ça fonctionne. Mais si vous voulez faire de belles impressions pour décorer votre salon plutôt que d'acheter des photos chez Ikea, puisque c'est le but du jeu, faites de beaux tirages, à décorer vos maisons avec vos intérieurs, avec vos images, il faudra forcément passer par tout ce travail puisque c'est juste important, quoi. Très bien, merci. Alors, les questions. La vibrance, du coup, c'est quoi? Mais pour moi, la vibrance, c'est pas dans le menu de Photoshop, on est d'accord, hein? Non, non. Alors, la vibrance, c'est beaucoup. Là, je vais dire ça très simplement. La vibrance, c'est beaucoup plus élégant que la saturation. Très clairement, je n'utilise jamais les curseurs saturation. Après, chacun de se positionner face à son travail. Vous l'avez compris, la saturation vers le gris. Enfin, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Mais si vous utilisez même si vous utilisez le curseur saturation, parce qu'en fin de compte, la méconnaissance de la gestion de la couleur fait que quand je vous dis t'es trop saturé, c'est logique, on prend le curseur saturation. Mais si vous avez compris un peu comment il fonctionne, eh ben vous allez dire non, je vais pas passer par ça, je vais passer par autre chose. Et en fin de compte, la vibrance va monter plus vite les couleurs moins saturées que les couleurs saturées. Tandis qu'à la saturation, on va monter toutes les couleurs en même temps. Et on peut très vite arriver, alors j'ai pas d'exemple là-dessus, mais ça s'appelle la compression chromatique. C'est qu'arrivé un moment, si vous avez ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube que j'adore la photocom, où j'explique sur un mur d'une photo que j'ai fait à Burano, pour bien comprendre que la saturation, désolé, pour moi, c'est certainement pas un outil pour les personnes qui veulent gérer correctement leur couleur, c'est que si je prends un mur pris à Burano, je sursature, et la texture, vous savez, le côté un peu, qu'on s'appelle le crépi du mur disparaît. Parce qu'à force de saturer, vous perdez de l'information et vous avez un aplat couleur.
Donc faites attention à ce curseur. Privilégiez plutôt la vibrance où c'est un peu plus doux, un peu plus élégant. Vous allez monter en saturation, mais je trouve que l'impact est beaucoup plus contrôlé que l'outil saturation. Très bien. Donc vibrance, c'est une forme un peu différente, mais tu insistes bien. La saturation, on va plutôt faire de la boucherie dans la photo parce que c'est trop violent, alors qu'en utilisant le curseur luminance, on peut être beaucoup plus fin, on est d'accord. C'est ça. On va travailler sur sa luminance, on va agir sur son intensité, puisque c'est normal, quand on dit t'es trop rouge, baisse la saturation, et c'est logique, on va vers cet outil-là, mais si on descend, c'est ce que j'explique dans la vidéo, si je descends, on tend vers le gris, alors que notre but du jeu, c'est de préserver les belles couleurs, c'est pas de les griser, il n'y a aucun intérêt, parce que l'outil saturation, quand on désature, pour moi, ça dégrade la couleur, et le but du jeu, c'est pas de la dégrader. Moi, je veux On des vrais perd de bleus. l'information en désaturant, je confirme. C'est ça. On va vers le gris et donc on perd de la puissance couleur et on se retrouve avec des images fadasses. Donc, tandis que si vous apprenez toutes ces notions de couleur, en passant par la compréhension de la lumière, vous jouez sur sa luminance et vous allez voir que vous allez pouvoir donc casser cette sensation de saturation du rouge, par exemple, ou n'importe quelle couleur, mais ça restera une vraie couleur. Et ça me permet, en tout cas ceux qui aiment mon univers, j'ai un univers assez dark, assez sombre, très bleuté métallisé. Ben, j'applique ces règles-là depuis toujours et ça fonctionne très bien. Alors, quelqu'un qui m'a demandé de montrer de plus près la charte, et une question justement qui est liée à ça. Est-ce que en photo de paysage, tu utilises les chartes comme ceci? Quand je suis dans le cadre d'auteur photographe, où je travaille pour ma propre sensibilité, c'est moi le patron, donc je laisse parler ma sensibilité. Par contre, quand je suis en reportage et que je travaille aussi pour des magazines qui ont des chartes techniques très importantes, prise en charge de la qualité des papiers, prise en charge aussi, donc si c'est du papier de recyclage, si c'est du papier blanc, on ne travaille pas de la même façon sur un livre d'artiste ou un livre d'art comme sur un magazine qui est imprimé à 1 million d'exemplaires. Donc, et ça, je suis obligé de passer par ça parce que je veux contrôler dès le départ, avoir en fin de compte la meilleure base possible d'images pour ensuite pouvoir adapter toutes ces parce que c'est très contraignant pour travailler pour un support presse magazine puisque il y a l'aspect technique qui est en gros travailler en RVB à Adobe RGB, c'est le paradis. Dès qu'on vous intègre la notion de papier offset par exemple pour la presse magazine, là en gros il vous reste 15% de possibilités puisqu'on vous met deux boulets aux jambes et puis il faut vous débrouiller avec ça. Alors, je vais compléter puisque je t'ai déjà vu travailler en photo de paysage. Si c'est de loin, pas tellement. Par contre, j'ai vu plusieurs fois Antonio utiliser ceci. Dès qu'il faut reproduire à l'identique, par exemple, la couleur d'une marque ou d'un logo, et ça peut être pour une certaine mission. Et notamment, je l'ai vu faire. On avait fait, tu te rappelles, tout un reportage sur de la photographie intérieur, donc c'est de l'architecture à l'intérieur d'un hôtel. Et là, il fallait retrouver les teintes spécifiques de l'hôtel pour que les clients, quand ils viennent dans l'hôtel, ils retrouvent les photos que tu avais prises. Et donc là, on avait fait des mesures en utilisant les chartes pour pouvoir reproduire à l'identique. Donc, photo de paysage, si c'est une montagne et une forêt de loin, bien sûr que la charte toute seule, elle va pas forcément être utile. Ça peut donner une indication, mais elle n'est pas indispensable. Mais dès que par contre vous souhaitez reproduire la couleur d'un logo, d'une marque, toutes les photos de packshot, tout ce qui est photo d'architecture intérieure, là l'outil est plus intéressant. C'est pas un outil universel pour tout type de photo, comme il disait Antonio. Si de toute façon tu fais de photos de paysage avec, tu veux retrouver la teinte que toi tu as eue dans ta tête d'un coucher de soleil, la charte, elle ne sert à rien puisque de toute façon, tu vas baigner la scène et tu vas travailler les couleurs pour retrouver la perception que tu avais. Tu cherches pas à reproduire à l'identique. Ça va si je dis ça? D'ailleurs, au passage, on n'est quand même pas notre première collaboration. Vous avez déjà la charte en food, on a fait ça, la charte en architecture. On a aussi un très beau reportage sur Bushwick à New York. D'ailleurs, cette photo vient du reportage de Bushwick, où vous avez les 3 webinaires qu'on avait fait à l'époque, qui sont toujours en ligne, où on vous explique un peu comment je me comporte directement sur le terrain, sur les 3 domaines,
la food, l'architecture et bien sûr aussi le street. Attention, il faut qu'on fasse attention au timing, Antonio. Donc, ce webinaire, il est offert par BenQ et l'UMESCA. Et il y a un partenaire qui s'appelle Graphic Réseau, qui est un revendeur qui vend en ligne. Vous aurez demain le lien et le code spécial qui est 5-BenQ qui vous permet d'avoir 5% de remise sur tous les écrans BenQ. Il y a un 24 pouces qui est à moins de 500 € TTC. Alors, il n'a plus la casquette, hein, c'était une offre spéciale. Il y a un 27 pouces à moins de 1000 € qui est un écran professionnel, là pour le coup avec la visière anti-reflet. Il y a un 27 pouces 4K, j'ai plus le prix exact, mais c'est autour de 1200. Et puis, il y a un 32 pouces qui est typiquement l'écran que toi, tu utilises. Tu peux éventuellement montrer ta config de travail? Non, hein, c'est difficile de tourner la caméra. Ouais, c'est difficile, ouais. D'accord, ok, le fais pas. Mais donc Antonio, lui, travaille sur un 32 pouces. Pourquoi? Parce que c'est plus grand. Et un 32 pouces, en l'occurrence, c'est une dalle IPS qui est avec une finition mat, qui est très bien calibrée. Et il a plusieurs calibrages, un pour la photo et un pour travailler la vidéo, puisque il fait les deux. Et un 32 pouces, c'est assez génial si vous faites de la photo et de la vidéo, parce qu'en fait, en vidéo, on a beaucoup d'outils. Il faut il y a la bande son, il y a les différentes images, un écran de contrôle, on peut avoir des scopes, etc. Donc il y en a un petit peu partout. Et donc un écran de grande surface permet de travailler mieux et plus vite surtout. Donc ça c'est ce qu'il a choisi, mais c'est un BenQ SW 321. Il n'y a pas que ça, il y a deux avantages, c'est que j'étais très 27 pouces. J'aurais pas eu ce discours-là il y a quelques temps. Parce que je trouve que plus l'écran est grand, plus on en met dessus. Et puis en fin de compte, j'ai eu le 32 pouces. Et comme je fais beaucoup de vidéos, donc ça me permet donc de pouvoir répartir tout mon logiciel de montage vidéo. Mais en plus, je suis plutôt adepte d'un mono-écran que de double écran. Parce qu'après, c'est chacun de voit un peu comme il a envie de bosser. Mais je préfère avoir un bel écran 32 pouces qui est assez grand pour tout travailler. Après, il y a des choix de double écran, donc deux écrans un peu plus petits. Mais après, voilà, je préfère un 32 pouces en mono-écran qu'en double écran d'affichage. Pour moi, c'est beaucoup plus souple. Ça correspond un peu à ma façon de travailler. Ok. Alors, certaines réponses, hein, j'ai expliqué, je réponds par écrit et je diffuse à tous par rapport à des questions. Par exemple, Michel qui demande c'est quoi les recommandations candela et température de couleur pour le calibrage. Une question, je ne sais plus qui l'a posée, mais il y a un mode différence qui permet de contrôler la saturation. Je ne l'ai pas vu, moi, ça, dans Photoshop. C'est peut-être dans un autre logiciel. Ça te dit quelque chose, le mode différence qui permet de contrôler la saturation? Il y a plein d'autres modes, mais en fin de compte, je pense qu'avant de comment, en gros, tous les chromistes, toutes les personnes qui ont appris le langage de la couleur vont à l'essentiel. Puisqu'en fin de compte, il y a de plus en plus d'outils, il y a de plus en plus de techniques pour essayer de contrôler la montée de saturation. Mais si vous avez déjà travaillé, puisque une belle image commence sur le terrain. Donc, moi, ma photo, je la commence sur le terrain. Dès la prise de vue, alors mon univers n'est certainement pas saturé, c'est plutôt le contraire, je suis plutôt très dark. Mais dans les reportages que je fais dans le cadre de mes collaborations avec les magazines, des fois on me demande d'avoir de la photo pour vendre du voyage, pour que les gens aient envie de voyager. Mais malgré tout, si vous contrôlez bien vos saturations, moi je n'ai pas besoin de contrôler ma saturation puisque je ne sature pas mes images. Donc après, si vous passez par la formation de la couleur, vous n'avez pas besoin de tout, on va dire de tous ces outils complémentaires. Vous comprenez la couleur, vous savez que pour contrôler la saturation de l'image, soit vous la contrôlez par sa luminance, ou tout simplement en utilisant sa complémentaire. Le rouge, il est trop rouge, vous rajoutez un peu de complémentaire, ben vous resterez rouge, mais un petit peu plus saturé. C'est beaucoup plus simple que de passer par d'autres méthodes. Souvent, les méthodes les plus anciennes, les traditionnelles, fonctionnent très très bien. Alors, CMJN égale cyan, magenta, jaune, noir en impression. Oui, Henri, je confirme. Une question de Jean-Marie. Pour travailler sur écran, on utilise le profil Profoto ou Adobe RVB. Et pour l'impression, on doit convertir la photo en CMJN. Alors, pas du tout. Ne mélangeons pas deux choses. Il y a les espaces colorimétriques. Profoto est un espace colorimétrique.
Adobe RVB 1998 est un autre espace colorimétrique, ce sont des espaces théoriques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si votre écran, vous l'avez pas calibré avec une sonde, ça sert à rien de parler d'espaces qui sont théoriques. Donc un écran, il se calibre avec une sonde. Il y a 2 marques. On va pas les citer comme ça, ce sera plus simple. Et vous le calibrez et vous allez choisir, par contre, sur votre boîtier, le réglage par exemple, de vous mettre en Adobe RVB 98. Ça c'est plutôt une bonne idée. Par contre, Profoto, de toute façon, c'est un espace de travail qui est tellement grand qu'aucun écran n'est capable de le matcher aujourd'hui. Donc, c'est bien, c'est joli, mais vous avez même pas de Non, c'est même pas joli. qui C'est même pas joli l'atteigne. parce qu'il n'y a aucun écran C'est qui est joli capable dans la théorie. Ouais, dans la théorie. Parce qu'on raconte, beaucoup me disent, oui, je travaille en Profoto parce que j'ai plus de couleurs. Non. Les couleurs sont limitées par ta capacité d'écran à afficher les couleurs. Donc, actuellement, les meilleurs écrans dépassent à peine la Adobe RGB. Alors, pas forcément, on pourrait travailler pixel par pixel potentiellement, mais c'est pas très réaliste. Donc, faites attention à pas mélanger un profil ICC qui est spécifique à chaque dispositif. Vous avez un profil ICC pour le boîtier, un profil ICC pour l'écran, un profil ICC pour le couple papier et imprimante, avec un espace colorimétrique, donc Profoto, Adobe RVB. SRVB est un autre espace de travail qui est beaucoup plus court d'ailleurs, puisqu'il date de 1974 au niveau de ses définitions, et qui est juste l'espace colorimétrique en fait très réduit qu'on utilise pour les réseaux sociaux. Voilà. Donc SRVB, qui est le plus petit des trois, mais qui est déjà très bien pour bosser. Oui, c'est déjà très bien, mais tu es d'accord que quand tu prépares un tirage, tu passes pas par le SRVB. Ben non, parce que, on va dire, si demain je travaille que pour la presse, je prendrais peut-être le sRGB. Mais comme j'imprime aussi sur du papier fine art avec une imprimante qui est capable. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est très simple. Il y a une vraie logique. Mon écran est capable d'afficher l'Adobe RGB, mon imprimante est capable de l'imprimer. Donc, à partir de là, je contrôle d'un bout à l'autre, donc toute ma production d'image. Alors, doit-on recalibrer l'écran après avoir mis à jour le pilote de la carte graphique? Malheureusement, oui. Dans beaucoup de cas, sous Windows, c'est plutôt une bonne idée. Et puis, faut pas oublier que calibrer un écran, ça prend entre 3 et 5 minutes. C'est pas non plus un problème. Alors, Patrick Janer, lui, dit qu'il utilise la vibrance. La vibrance plutôt pour augmenter légèrement la saturation sans écrêter les couleurs déjà saturées. Mais c'est parfaitement ça, ouais. C'est pas le bon outil pour désaturer les couleurs fortement saturées, car réservé aux couleurs faiblement saturées. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait logique. Ensuite, quel espace colorimétrique prendre pour travailler sur un écran BenQ SW270C? Adobe RGB. Oui, Adobe RVB ou RGB, c'est certainement le plus simple. Il y a ECI RVB qui est très bien aussi. Mais surtout, le plus important, c'est de calibrer votre écran pour être sûr que votre écran donne des couleurs qui sont cohérentes. Il ne s'agit pas, à la fin, par exemple, l'image qui est affichée là, vous pouvez changer les couleurs. Et si votre écran est bien calibré, en fait, ce que vous voyez, c'est une réflexion très proche de ce qui est vraiment dans votre fichier. Si votre écran il n'est pas calibré, on va imaginer qu'il est trop lumineux et qu'il est un peu trop bleu. Tu es d'accord que c'est typique d'un écran, par exemple, d'iMac 9, il est trop bleu, trop lumineux. Alors vous risquez de retirer du bleu et retirer de la lumière. Et à votre œil, avec cet écran qui n'est pas bien réglé, tout d'un coup l'image va vous paraître correcte. Sauf que vous venez de détruire votre image puisque vous avez compensé l'erreur qui était induite par votre écran. Donc c'est l'un des points très importants quand on veut travailler la couleur. En fait, calibrer l'écran, c'est comme d'apprendre à marcher avant de courir le 100 mètres haies. Et en plus, calibrer son écran, en calibrant son écran, c'est que avec le travail et l'habitude, on sait qu'on démarre nos travaux d'image toujours sur la même base. Et ça permet de retrouver, quand on a un univers colorimétrique, un univers couleur, et qu'on a envie d'être cohérent tout le long de l'année pour nos travaux, avoir une bonne base technique de bien calibrée, ça nous permet en fin de compte de toujours démarrer sur les mêmes bases et c'est beaucoup plus simple à gérer par la suite. Et on gagne du temps.
Il y a plein de questions. Donc, est-ce que ces conseils sont utiles pour la photographie de peinture? Tout ce qui est reproduction d'œuvres d'art, c'est encore plus important de calibrer et d'être précis sur la couleur. Donc, je confirme, Mathieu. Quelqu'un me dit, quand je pose la question, souvent j'ai des questions, ça part dans tous les sens, est-ce qu'on doit calibrer l'écran dans le noir ou avec une lumière ambiante? Eh bien, la réponse, les meilleurs résultats en calibrage d'écran se font dans une pièce faiblement éclairée. Faiblement éclairée. Ça veut dire une lumière indirecte qui doit jamais pointer vers l'écran et suffisamment de lumière, juste assez pour voir votre clavier et taper, d'accord? Donc, faible luminosité de la pièce. Dans votre cuisine, dans votre salle de bain, c'est beaucoup trop lumineux. Après, je sais pas comment est réglé votre salon ou votre chambre, mais pour la retouche, tu es d'accord, Antonio? Pièce faiblement éclairée, et à ce moment-là, on va pouvoir viser pour les réglages écran 80 candela par mètre carré et 6000 Kelvin. Si je dis pas de bêtises, c'est pas loin de ce que tu utilises comme réglage. Candela 100 enfin ça dépend. Candela 100, c'est sûr. Mmh. Ça correspond à mon. Parce qu'en fin de compte, le Candela va aussi nous permettre de moins se fatiguer. Tout à fait. C'est très important. Donc 100 candela mètre carré. Et après, on va dire 6005 si vous travaillez que pour l'exposition d'art sur des papiers extrêmement blancs, et 5005 qui est un peu une température passe-partout, qui est qui s'adapte très bien à ma façon de bosser, puisque je travaille à la fois pour la presse magazine et en même temps je suis auteur-photographe pour mes tirages d'art. Donc je suis à 5005 plutôt en moyenne. Très bien. Est-ce que tu travailles tes photos plutôt en 8 bits ou en 16 bits? 16 bits, tout le temps. Bien. De toute façon, le 16 bits n'est supporté que par le PSD, le TIFF. Mais si vous envoyez votre tirage, par exemple le format JPEG, il ne supportera pas le 16 bits. Alors, question pour laquelle je pense que tu sauras répondre, mais je vais peut-être répondre parce que ça ira plus vite. Didier Soulance nous dit, je vois qu'il y a des écrans qui atteignent très facilement 100% de l'espace SRVB. Par contre, même les écrans professionnels s'arrêtent à 99% du Adobe RVB. Qu'est-ce qui bloque techniquement? Je vais vous dire, rien. En l'occurrence, les écrans BenQ SW272U et Q que vous pouvez éventuellement acheter chez Graphic Réseau, ils dépassent l'Adobe RVB 98 ainsi que plusieurs écrans de la marque japonaise que vous connaissez peut-être, qui est un petit peu la Rolls des écrans. Et moi, j'en ai déjà mesuré, qui était à 107% d'Adobe RVB. Par contre, pour des raisons de garantie, je suis fabricant d'écran, c'est bien plus facile de vous dire que je couvre 99% d'Adobe RVB, parce qu'en fait, je vais peut-être dépasser Adobe RVB sur certaines zones, mais je suis pas à l'abri qu'il y ait une déteinte où je sois légèrement en retrait. Donc à 99% d'Adobe RVB, vous pouvez y aller, c'est des écrans pro. C'est juste que le fabricant, pour pas devoir assurer une garantie, si vous avez juste une déteinte sur un des curseurs qui est un tout petit peu en retrait de l'Adobe RVB, ben vous pourrez pas demander un remboursement. C'est tout. C'est pas illogique. Alors que le SRVB, c'est tellement facile de le dépasser qu'ils n'ont pas peur de vous dire qu'ils vont 100%. Ils le dépassent depuis des années. L'Adobe RVB, c'est quand même un petit peu plus difficile. Il faut savoir que votre écran, quand il est neuf, bien calibré, bien réglé, vous allez pouvoir vous approcher donc d'Adobe RVB 98. Mais au bout de 6 ou 7 ans, tu es d'accord, Antonio? Eh ben, très souvent, vous avez une perte et progressivement l'écran réduit sa capacité à rendre les couleurs, notamment ces couleurs très saturées dans les verts, dans certains rouges qui font la différence entre le SRVB et l'Adobe RVB. Les bleus électriques, ça pose beaucoup de problèmes. Absolument. Gare aux lunettes qui protègent de la lumière bleue. Tu veux dire quelque chose là-dessus? C'est-à-dire que j'ai une paire de lunettes depuis maintenant quelques temps et franchement, ça me gonfle. Mais quand j'ai été chez l'Oculus pour faire des lunettes de travail, ils m'ont proposé des filtres, je sais pas quoi. Et j'ai dit non, surtout, ne me mettez aucun filtre. Moi, je veux des verres les plus purs possibles pour ne pas modifier ma perception, donc les plus neutres possibles. Alors, faut calibrer tous les combien de temps? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que, alors en toute franchise, moi, quand j'étais responsable qualité image pour le monde du luxe, et donc je travaillais dans les studios à Paris, je demandais à tous mes collaborateurs de calibrer tous les lundis matins, tous les écrans qu'on avait.
Et mes persos, maintenant que je bosse pour moi, j'ai pas forcément cette exigence. Donc, je fais Une ça fois une fois par par mois. mois. Ouais. J'ai Ouais, une c'est bien. caractérisation. En gros, j'ai une alerte. J'ai activé l'alerte. C'est-à-dire que là, justement, je vois qu'il faut que j'y pense là. J'ai un petit bouton rouge qui est apparu depuis 2 jours. Il faut que je pense à le calibrer. Une fois par mois, c'est très bien parce qu'on a quand même des dalles qui sont quand même relativement stables. Donc, et de toute façon, après, les dalles, plus on avance dans le temps, au bout de quelques années, leur stabilité est peut-être remise en question, peut-être vérifiée plus souvent. Mais sur des dalles de génération actuelle, elles sont vraiment très stables. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Une fois par mois, c'est mieux. Très bien. Il y a des réponses que je peux faire en privé. Peut-on imprimer un tirage avec exactement les couleurs de l'écran? Ça, c'est la question piège. Le 100%, non. Il y a un delta de tolérance. Il faut accepter cette petite différence, puisqu'on est sur un. C'est tellement compliqué, on est sur un support mat qu'on compare à un Qui écran. absorbe la lumière. En plus, le papier absorbe la lumière alors que votre écran en émet, quoi. Donc, par contre, tout ce travail, moi, je vends mes propres tirages. J'ai la chance d'être soutenu par Canon pour l'impression, d'être soutenu par Canson pour le papier, d'être soutenu par Calibrite pour tout ce qui est calibrage. Et même tout mon travail de bout en bout, j'essaie de tout contrôler. Il y aura toujours un delta de tolérance. C'est-à-dire qu'il faut accepter que c'est pas parfait. Le but du jeu, en fin de compte, c'est de réduire au maximum ce delta, cette petite différence. C'est le but du jeu. Mais on aura toujours une légère différence. Parfait. Bon, je fais plein de petites réponses quand c'est privé. Hop, c'est fait. Tac, 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 on a vu ça. Le mode de différence, on a vu ça. On a vu la vibrance, l'absolu, la charte. Alors, dans le choix du gamma, on va pas en parler. Je suis prof de photo. Bravo Antonio pour cette séance très utile à un grand nombre de personnes. Alors, intérêt de travailler en courbe linéaire. Ouais, c'est encore un gros sujet. Les courbes linéaires, ouais, oui, comme les profils linéaires, etc. Donc, c'est un gros sujet et il faut être beaucoup plus pousser un peu plus le sujet. Donc, on va pas tout développer là-dessus. Mais par exemple, si on prend les profils linéaires des boîtiers, etc. euh, voilà, moi, je préfère travailler sur cette base-là. Ça fonctionne très très bien. Et voilà, comme par exemple les profils linéaires sur les boîtiers. Moi, j'ai choisi ma marque de boîtier parce que j'aime bien la colorimétrie de mes capteurs. Donc, je travaille avec Canon, en toute honnêteté, voilà, en toute transparence. J'aime bien les capteurs Canon qui ont une montée de colorimétrie. Leur courbe, pardon, leur courbe de montée de couleur est assez jolie. Des tons, les violets, enfin les bleus sont un peu violacés, un peu chauds. Donc, j'aime bien travailler avec les profils proposés par la marque et créer des profils linéaires. Ça neutralise en fin de compte la colorimétrie du capteur, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, je fonctionne pas comme ça. Et en restant sur des outils comme ils sont présentés là, ça fonctionne très très bien. En tout cas, je sais pas si la personne parlait de ça ou pas. J'espère que j'ai répondu. Je ne sais pas te dire. Alors, Philippe nous dit faire très attention par rapport à la question qu'on avait avant, qui est l'écart entre l'impression et ce qu'on voit à l'écran. Mais quand vous appréciez votre tirage, en fait, l'idéal, c'est de le regarder sous une lampe type lumière du jour. Alors, c'est un Yes. modèle, hein, il y a d'autres marques, parce On va que pas les dans éclairages, dans ouais, une salle de bain. alors ça peut être une boîte de contrôle juste Normlicht, à ce moment-là vous avez des moyens. Ça peut être, il faut savoir qu'il y a des lampes lumière du jour à moins de 100 € qui sont tout à fait correctes et en plus elles sont plutôt bonnes pour la santé. Ça a plutôt un bon impact sur. Ça tombe bien, regarde, tu vois. Voilà, toi t'en as une, bah, c'est presque la même. Et et ça va vous permettre d'apprécier votre tirage avec des conditions de lumière que vous pouvez dont vous connaissez en fait les spécifications techniques. Et dans ces cas-là, on réussit à réduire en fait l'écart entre l'écran et l'impression. Mais comme l'a dit Antonio, on le supprime jamais complètement, sauf à avoir que des couleurs pastel à l'écran. Là, c'est plutôt plus facile à imprimer. Mais dès que vous travaillez avec un tout petit peu de teinte un peu saturée, il faut accepter que ce soit jamais parfaitement identique. Et peut-être ce sera l'objet d'un autre webinaire en utilisant la fonction format d'épreuve personnalisé. On peut simuler à l'écran la sortie papier
quand on a les paramètres de production du papier qu'on imprime chez soi ou chez un tireur d'art. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Je sais que toi, tu travailles assez souvent avec Art Photo Lab, par exemple. Eh bien, le partenaire impression d'Antonio va lui communiquer le profil d'impression et il va pouvoir sur son écran, mais alors là c'est la condition sine qua non, avec un écran qui est bien calibré, il va pouvoir simuler à l'écran le rendu papier, choisir un autre papier en se disant ah bah là je vais plutôt prendre un mat parce que je trouve ça beau, ou au contraire, par exemple ton camion de pompier qui est quand même légendaire, où il y a des teintes très saturées, et ben il sait, Antonio, que le rendu, et il va le voir à l'écran, sera meilleur sur un papier brillant ou peut-être un satiné qui peut être très très joli aussi. Donc ça c'est très important. Ça permet aussi de choisir en amont son papier, puisque c'est la problématique de. Alors le papier, c'est aussi un grand discours, mais on peut pas imprimer n'importe quelle photo sur n'importe quel papier. Le choix du papier est très important. Alors, là, c'est plutôt un retour de Yves. Je disais toujours à mes clients que la colorimétrie n'est jamais une science exacte, car ça joue sur plusieurs facteurs, le papier, l'écran, les conditions d'éclairage. Donc, il faut accepter qu'il y a une certaine tolérance. Nous, on dit que c'est une science inexacte, la colorimétrie. Pour autant, s'y intéresser, on peut quand même réduire énormément l'écart et améliorer la prédictibilité si on comprend les processus, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous ce soir. Et puis vraiment la base, c'est quand même commencer par calibrer votre écran. Et bon, il faut un écran comme d'une certaine qualité comme au départ, bien connaître les paramètres de sa suite, donc par exemple la suite Adobe, faire les bons choix dedans, et puis ensuite entraînez-vous. C'est pour ça qu'on partage avec vous un fichier d'exercice pour que vous puissiez faire joujou avec et n'hésitez pas à revisiter le webinaire, il va être disponible pendant plusieurs mois comme ça. Et je crois que toi tu vas le mettre aussi sur ton site, hein, c'est ça? Ouais, en gros, déjà, vous pouvez télécharger le fichier. Et là, je suis en train de préparer la version pour ma chaîne YouTube, hein, donc j'adore.com, enfin j'adore.com, facile à trouver. Et là, je mettrai à disposition la vidéo, donc sans la partie questions-réponses, vraiment que la vidéo sur la partie où je présente les différentes manipulations, qui très clairement, là, ce qu'on a vu ensemble, en fin de compte, c'est on met le pied à l'étrier, c'est-à-dire que c'est le début. Après, c'est à vous, si vous voulez aller beaucoup plus loin. Déjà, avec ce qu'on a échangé, c'est déjà pas mal pour avoir cette réflexion. Donc, vous aurez la vidéo, vous pourrez la télécharger directement. Donc, quand vous êtes inscrit à ma newsletter, vous serez alerté de la mise en ligne, c'est ma chaîne YouTube, donc de la vidéo, mais aussi la possibilité de télécharger la vidéo, puisque c'est beaucoup plus sympa de l'avoir dans son ordi et le fichier qui va avec. Car il n'y a pas de secret, je le dis tout le temps, j'ai encore dit à mes 9 stagiaires à Paris, là, dans le cadre du CPF, il faut en manger. Voilà, je veux dire, j'ai un pote qui est musicien, qui est guitariste, tous les jours, il joue de la gratte parce que il faut en manger. Et après, il y a une partie un peu galère. Après, il y a peut-être une partie où vous allez jeter l'éponge, avoir envie de jeter l'éponge. Mais il faut continuer. Il faut tripoter. On regarde, ah ben le bleu, j'ai passé vert. Voilà. Et à un moment, vous commencerez à prendre du plaisir. C'est comme tu disais une réplique, je vais t'en donner une autre, celle de Monsieur Pierre à l'école des Gobelins. Avant de piloter, apprends à conduire. Ouais, simplement. Prenez le temps. Et après, on peut faire un parallèle avec le sport aussi, ça s'entraîne. Et on devrait faire les Jeux Olympiques de la photo, je pense que ça pourrait être intéressant. Et en parlant de couleurs, on a parlé bien sûr de technique d'écran, de qualité de papier, d'impression de profil, espace couleur, etc. Mais en plus, la couleur, c'est tellement intéressant puisque je sais, puisque je vous partage mon expérience, c'est qu'en fonction de mon état d'être au moment où je travaille mes photos, eh ben, j'aurai certainement mon ressenti de la couleur sera différent. Si je suis joyeux, si je suis un peu, si j'ai un coup de blues, ou si je suis triste, eh ben, forcément mes images, je les travaillerai différemment. Et c'est pour ça que souvent je dis à beaucoup de personnes, prenez la même image, donc le même fichier, et traitez-le 4 fois de suite les dimanches matins, après le réveil, sans voir ce que vous avez fait précédemment. Et ben, vous aurez 4 résultats différents. Parce que la couleur, au-delà de la qualité de la lumière, et ça, il y a un vrai travail, c'est que vous choisissez vos lumières en fonction de votre sujet
Mais au-delà de ça, la couleur, c'est l'outil qui va vous permettre tout simplement, et ça c'est très important. Je prends comme exemple, j'étais accompagnateur photo pour l'agence photographe du Monde, j'emmenais des gens à Madère, je mettais mes 6 stagiaires devant le même spot, ils avaient 6 fois la même photo. La gestion de la couleur, quand vous apprenez la couleur, c'est le meilleur moyen de créer votre univers, de faire en sorte que votre photo devienne votre photo, non pas celle que les collègues ont fait en même temps que vous. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, soit vous tripotez, vous tâtonnez, vous utilisez les outils d'assistance qui vous permettent d'obtenir quelque chose d'intéressant. Mais si vous avez la passion de l'image et que vous voulez vraiment le contrôle total de vos images, il faut passer par la formation. Il faut passer par l'apprentissage de la couleur. C'est pas simple, mais franchement, au bout de quelques temps, vous allez commencer à prendre du plaisir et la couleur deviendra. C'est vrai que moi, de par mon expérience, vous me donnez une valeur RGB, je sais à quelle couleur ça correspond parce qu'il y a l'apprentissage. Donc la couleur, c'est vraiment certainement au-delà de la lumière et du sujet, c'est un très très bel outil donc pour communiquer, gérer de l'émotion. Il est 20h, on va arrêter là. Merci beaucoup Antonio, merci pour votre attention, merci pour les très nombreuses questions. Il y en avait tellement qu'on n'a pas pu tout passer, j'en suis désolé. N'hésitez pas, vous aurez demain le lien vers les précédents webinaires, dont certains qui ont été menés par Antonio, d'autres par Arnaud Frisch, d'autres par Loris Romano, qu'on retrouvera d'ailleurs probablement le mois prochain autour de problématiques de photos de mariage. Et c'est très intéressant, même si vous n'en faites que de temps en temps pour des amis. Il y aura, je pense, des petits trucs et astuces sympathiques. Petit coucou d'ailleurs à Loris et Arnaud. Voilà. Et vous aurez aussi le lien vers le site d'Antonio et vous verrez qu'il a inauguré un nouveau parcours qui est très intéressant, mais je vous laisse le faire par vous-même à votre rythme. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Le but de ces webinaires, c'est de vous aider à progresser, de découvrir des solutions et on est très content que vous soyez si nombreux avec nous. Très bonne soirée, profitez bien, faites des photos, la lumière re-augmente, hein, donc il y a des journées qui deviennent de plus en plus longues. Expérimentez, faites des tests, utilisez des petits outils, discutez, allez dans des clubs photos, discutez avec d'autres photographes, comparez vos notes, c'est toujours sympa à faire. Voilà. Oui, très Je te laisse le mot pour la fin, Antonio, et merci à toi. Écoutez, merci d'être là et puis n'hésitez pas, je reste bien sûr disponible à travers, je suis très facile à trouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément et surtout, encore une fois, merci d'être là et on va essayer de vous proposer d'autres projets et si vous avez donc envie d'autres contenus, puisqu'il y a quand même pas mal de contenus, n'hésitez pas à visiter ma chaîne, j'adore donc la photocom et vous aurez accès au webinaire aussi qu'on a réalisé précédemment avec Hervé. Et surtout, merci à Hervé pour m'avoir proposé ce projet donc d'échange et donc à bientôt. Merci beaucoup Antonio et email demain, vous aurez le fichier pour l'exercice et la possibilité de voir la rediff. Au revoir. Super. Ciao.